Plus moyen d'enculer cette fois, il va bel et bien falloir trancher Notre-Dame-des-Landes ou pas Notre-Dame-des-Landes. Des informations ont fuité sur le rapport qui sera rendu demain au Premier ministre. Alors ensuite, il y aura la décision et on la sent déjà poindre. Cette décision du président Macron, c'est vraiment l'épreuve de vérité pour lui, cette histoire de Notre-Dame-des-Landes. Roselyne Bachelot, en tant qu'ancienne élue de l'Ouest, connaît par cœur ce dossier antédiluvien. Elle nous dira sa conviction. Natacha Polony est là aussi pour la revue de presse. Vous réagissez, n'hésitez pas à le faire sur Twitter avec le hashtag République LCI et puis sur la page Facebook de l'émission. La République LCI, vous l'avez compris, c'est parti. Vive la République et vive la France. Vive la République et vive la France. Vive la République, vive la France. Et qu'en pensent nos républicains du jour? On va leur poser la question. Dans quelques instants, il y a d'abord Tissou Lecoq, qui est journaliste, qui est également blogueuse. Son site s'appelle Girls and Geeks et qui a sorti Libérer le combat féministe, militante féministe. Tissou Lecoq, bonjour à vous. Bonjour. Le livre est sorti chez Fayard. Autre écrivain, Philippe Pascot, ancien adjoint de Manuel Valls. Vous connaissez par cœur l'univers politique. Philippe Pascot, votre dernier livre, Vous pilleurs d'État, tome 2. Allez, presque tous vous faire 4 petits points. Pourquoi 4? Câliner. 5 points de suspension, il y en a 3. 5, pardon, oui. Parce qu'avec 5, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ah d'accord, avec 3 ça ne suffit pas. Xavier Alberti est chef d'entreprise, lui il est avec nous. Vous aviez lancé, Xavier Alberti, le mouvement La Transition juste avant la présidentielle, la dernière présidentielle, et vous êtes impliqué aussi dans le mouvement Jamais sans elle, vous aussi un militant de la cause féministe. Natacha Polony. Allez, on va rester sur cette thématique environnementale, écologique, avec la question de Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport. Et cette question, elle se pose alors que se tient donc aujourd'hui ce fameux sommet dont vous parliez, Natacha Polony. Il y a Bill Gates qui est présent à Paris, vous l'avez dit. Il a vu le président Macron à l'Élysée ce matin. Marie Chantray est présente à l'Élysée. Elle assiste à ces allers-retours de prestige. Marie, c'est un peu le festival de Cannes à l'Élysée. Quel est le but du président dans ce sommet et dans ces rencontres ? Écoutez, en tout cas ici à l'Elysée, au sens propre comme au sens figuré, on déroule, vous le voyez derrière moi, le tapis rouge pour cette cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement qui sont annoncés ici à Paris pour ce One Planet Summit. 50 chefs d'État et de gouvernement, oui, mais les grands émetteurs de gaz à effet de serre, en revanche, pour ce sommet, ne sont pas représentés, en tout cas à moindre mesure, ministériels pour la Chine, l'Inde ou encore le Canada. Et plus logiquement, ce sera un chargé d'ambassade pour les États-Unis après le retrait de Donald Trump des accords de Paris. Nous sommes 2 ans jour pour jour justement après la signature de ces accords de Paris. Il s'agit aujourd'hui de trouver notamment des nouvelles solutions de financement plus concrets. Emmanuel Macron qui enfile à nouveau son costume vert après son fameux Make Our Planet Great Again. Dès qu'il en a l'occasion, Emmanuel Macron qui clame sa passion écolo, mais chez certains, on exprime certains doutes et on déplore la lenteur de l'action, notamment après l'annonce de l'abandon de l'objectif de ramener la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% d'ici 2025 en France. Et surtout, et vous en parliez, le dossier Notre-Dame-des-Landes sur lequel Emmanuel Macron est attendu au tournant. Le Premier ministre reçoit demain un nouveau rapport et ce sera au chef de l'État de trancher et sa décision clairement colorera sa politique environnementale à venir vers sapin comme le sapin installé en ce moment dans la cour de l'Élysée pour Noël ou plus gris béton s'il devait être construit cet aéroport et ça tranchera aussi peut-être l'avenir d'une figure écolo parmi son gouvernement. Évidemment, on parle de Nicolas Hulot. Merci beaucoup Marie, vous posez le débat. Effectivement, il est attendu au tournant Emmanuel Macron sur ce dossier et le rapport a déjà fuité, en tout cas en partie sur le coût. On sait désormais qu'en gros, l'agrandissement estimé de l'aéroport de Nantes coûterait autour de 500 millions d'euros, sans compter le dédit pour Vinci d'abandonner Notre-Dame-des-Landes. 500 millions, c'est aussi à peu près le coût de la construction de Notre-Dame-des-Landes, même si les opposants disent, eux, que ça coûterait 2 fois plus. Sans compter là aussi, parce qu'il y a plein de frais qui entrent en ligne de compte, la sécurisation du site. Bref, la patate chaude est en train d'arriver, mais quand on écoute bien Benjamin Griveaux, qui est le porte-parole du gouvernement, on se dit que la décision, quand même, elle semble bel et bien prise. Oui, ce sujet sera tranché dans les semaines qui viennent. Je pense que c'est nécessaire parce qu'il faut donner de la visibilité et de la lisibilité à l'action publique. Oui, c'est le sujet de l'autorité de l'État, c'est le sujet de la règle de droit et donc il y aura une décision prise. Tissou Lecoq, quand on entend Benjamin Griveaux, on se dit, ils vont le faire.
Oui, bah, ça paraît. Ça paraît clair. Le suspense est assez faible. Mais moi, ce qui me paraît fou, c'est que j'ai l'impression qu'il va réussir, quoi. Macron va encore réussir. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous permet de le dire comme ça ? Parce que déjà, il va passer pour le chef d'État qui va trancher, qui va prendre une décision. Ce dossier traîne depuis hyper longtemps. Je pense que, voilà, ça revient dans les JT régulièrement. Voilà, le sujet incontournable. Ça y est, il va nous en débarrasser. Ça va être réglé. Et je pense que même s'il y a une mobilisation sur le site, l'état d'esprit en général en ce moment dans la France a une espèce de, pas d'abnégation, mais de... attendons, il le fait, laissons-le faire. Ouais. Une espèce d'attentisme qui est là, qui fait qu'il n'y aura pas une masse de Mais que soutien vous pour les regrettez, opposants. visiblement. Vous êtes plutôt contre. Qui me laisse assez perplexe. On a l'impression qu'il peut faire passer absolument tout en ce moment. Donc ça, à mon avis, ça passera aussi. Xavier Alberti, il va le faire ? Est-ce qu'il faut le faire ? Je ne sais pas s'il va le faire. Je ne suis pas dans sa tête, ni dans le bureau où la décision se prendra. Le fait est que, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que ce dossier date de 1963. Je pense que Notre-Dame-des-Landes ou l'aéroport du Grand Ouest, c'est le symptôme de ce que les politiques publiques peuvent faire de pire. Ne rien faire. Ouais. C'est-à-dire engager quelque chose, le faire mal, le faire à moitié, et finalement arriver à une situation ubuesque, dangereuse. Et donc, effectivement, il va faire la seule chose qui vaille, c'est prendre une décision. Ensuite, il faut... les experts des deux côtés ont leurs avis. Moi, je ne vis pas à Nantes, je ne suis pas expert de ce dossier, donc je ne sais pas si telle ou telle décision est la meilleure. Je pense que la meilleure décision, c'est d'en prendre une, d'ores et déjà. Après, je pense que Emmanuel Macron, il est plus enclin à faire les choses qu'à empêcher de les faire. Philippe Pascaud. Moi, je pense qu'il n'y a qu'un seul grand vainqueur dans cette affaire, c'est Vinci. Qu'il se fasse ou qu'il ne se fasse pas, de toute manière, c'est lui qui engrange les bénéfices. Ils ont signé un contrat, voilà. Ça se mais passe le comme problème, ça. c'est que les contrats sont bien verrouillés. Rappelez-vous quand même le contrat de l'autoroute, qui a été signé par un ministre de l'Industrie qui s'appelait Macron. Qui fait que pendant 25 ans, on va encore en prendre plein les dents au niveau des prix. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, je suis désolé, moi je ne peux pas être pour. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on réclame par rapport aux énergies vertes. Je viens d'entendre parler de verdure partout, c'est ça. Mais c'est pas ça, Notre-Dame-des-Landes. C'est des avions en plus. C'est du CO2 en plus. C'est soi-disant des emplois, mais ça va être que des emplois précaires. Quand on dit que ça coûte 500 millions, il ne faut pas non plus me faire rigoler. On sait tous, par rapport aux dossiers qui existent déjà et qu'on a déjà vu, que tous ces prix qui sont annoncés sont doublés ou triplés. C'est vrai pour les deux projets. Mais c'est vrai pour les deux projets, mais ça coûtera moins cher de ne pas le faire que de le faire. Parce que apparemment, d'après ce qu'on nous annonce aujourd'hui, de le faire ou pas le faire, c'est le même prix et c'est pour faire avaler la pilule. Moi, je sais que le prix qu'ils annoncent de construction, de toute manière, va être doublé, triplé. Des emplois, quel emploi il va y avoir ? Il va y avoir des emplois précaires. Est-ce qu'on peut revenir au fond du dossier ? Et le fond du dossier. Attendez, est-ce que je peux parler de 2 minutes sur un dossier que je connais particulièrement bien ? Le fait qu'il y ait un aéroport au droit de Nantes. Je ne vois pas dans l'immédiat comment on peut supprimer un aéroport au droit de Nantes. Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'aéroport de Nantes-Atlantique ne peut pas être aménagé. Pour une raison, c'est que la piste centrale est au droit de la ville de Nantes et que cette piste, elle a été conçue en 1930. Elle bénéficie pour fonctionner de dérogations de l'administration civile qui sont exorbitantes de la sécurité. Il y a un décalage de 13 degrés des avions qui atterrissent, qui obligent les pilotes à passer en pilotage manuel, ce qui fait qu'avec 3000 mètres de moins de visibilité, on y est là, atterrit on est à dans le Nantes. cockpit avec Roselyne. Mais non, on atterrit à Nantes ou à Bordeaux. Deuxièmement, on a autorisé, alors que la piste est en creux, on a autorisé à utiliser cette piste qui est extraordinairement dangereuse en se disant de toute façon on vous laisse faire parce qu'on va faire un autre aéroport. On a des zones de sécurité au bout qui sont réduites parce qu'on est adossé à la 2e réserve ornithologique de France qui est le lac de Grandlieu. Donc on est en contradiction totale avec les règles de sécurité à Nantes. On ne peut pas élargir, on ne peut pas faire une 2e piste. On est dans Nantes. Est-ce que vous avez atterri à Nantes-Atlantique ? Alors, on a étudié toutes les possibilités. On a dit, on va faire cet aéroport Nantes-Rennes qui doit desservir les 2 villes à Notre-Dame-des-Landes. Ouais. Parce que là, on oublie une chose, les écologistes étaient pour, Madame Voynet a dit qu'elle était pour Notre-Dame-des-Landes. Il y a 900 personnes qui sont concernées par le bruit. Il y en a 80 000 supplémentaires à Nantes. Tissu Lecoq. C'est incroyable. Que pensez-vous de ce plaidoyer ? Mais oui, mais c'est ça que... Alors c'est en même temps le côté un peu que j'aime bien dans ce dossier, c'est que j'ai toujours
entendu des gens parler, mais en disant « mais je vous le dis, j'ai étudié le dossier, il ne faut pas », et dans les deux cas, ils ont l'air aussi convaincus et convaincants. Quand je vous entends, je dis « ah bah oui, bah bien sûr », alors effectivement, je n'ai jamais, mais vu que je n'y connais rien, je n'ai jamais réussi à me dire « mais qui a raison ?» Pourquoi les écologistes qui s'attaquent maintenant à Notre-Dame-des-Landes étaient pour il y a 10 ans, comme Madame Voynet est pour, les Amis de la Terre, la fédération, France Nature Environnement s'est prononcée pour, et tout d'un coup ils réalisent qu'il y a un bon coup démagogique et ils changent d'avis. Philippe Pasco, puis Natacha. Roselyne, je comprends vos argumentations. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que si vraiment... J'ai un brevet de pilote d'avion, donc je peux comprendre la nécessité d'atterrir et de décoller. Mais si vraiment c'était si évident que vous le dites avec passion, pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt? Pourquoi ça a traîné autant de temps? Parce que peut-être... Donc si ça traîne autant de temps... Excusez-moi Roselyne, si ça traîne autant de temps, je remets ma casquette politique, c'est que quelque part, il y a un rapport de force où il y a des dossiers qui disent que c'est pas si nécessaire que ça. Il y a quand même un ou deux rapports sur ce dossier qui a quand même pas été divulgué, qui a été mis sous le boisseau, qu'on n'a pas dit aux gens sur le rapport sur les oiseaux, etc. Ça n'a pas été donné. Les histoires de prix... On a beaucoup parlé des conséquences sur la nature, quand même. Les histoires de prix, excusez-moi, rien n'est clair dans ce dossier. Natacha. On nous annonce 500 millions d'euros. Et je vous assure que ça va coûter beaucoup plus. Natacha. Je pense qu'il y a un problème qui est un problème démocratique là-dedans, qui est que les processus de concertation ne remplissent pas leur rôle parce qu'ils sont mal faits, parce qu'on a des élus qui ont on va dire, des motivations qui, aux yeux des citoyens, posent problème. Je prends l'exemple de la LGV, la ligne grande vitesse Bordeaux-Dax, où on a rigoureusement le même problème et où on ne peut que soupçonner le fait que les élus de droite, de gauche qui étaient pour avaient en fait très très envie là aussi de faire plaisir à Vinci, de créer des emplois en apparence. Alors c'est peut-être vrai, peut-être que vous avez raison Roselyne, mais si la concertation se faisait de façon beaucoup plus démocratique, avec des enjeux beaucoup plus transparents, et là encore sur la LGV c'était la même chose, hein, il y avait des conséquences. Extrêmement démocratique, il y a même eu un référendum. Non mais alors attendez. Comment faire plus démocratique que ça? Je vais vous dire, Julien, la question du référendum développée de 2005 à 2007, 16 réunions publiques, 380 000 téléchargements du dossier. Mais Roselyne, on voit très bien que les opposants ont eu la majorité du temps de parole. Sur tous ces dossiers-là, c'est verrouillé à l'avance. Europa City, c'est la même chose. Tous les élus locaux sont pour, la population autour est contre. On prétend que ça va créer des emplois, ça n'en créera aucun, ça va en détruire à côté. Donc, sur Notre-Dame-des-Landes, je vous avoue que je ne sais pas. Sur Europa City, je sais. Sur la LGV Bordeaux-Dax, je sais. Et ça me semble profondément problématique. Exactement. Et avec, sur la LGV, une possibilité pour... allez, oui, 10 minutes de temps de condamner parcours en plus d'utiliser l'ancienne ligne. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est qu'après ça, il y a eu un référendum. Le problème du référendum, c'est son périmètre. C'est-à-dire, on a choisi le périmètre de façon à avoir le résultat qu'on voulait. Pour autant, comme j'estime qu'il faut respecter le résultat le résultat d'un référendum, je ne le conteste pas. En effet, il y a eu un oui. Mais on pourrait discuter sur la façon dont a été fait ce référendum. Surtout sur l'étendue. Est-ce qu'il aurait fallu faire un référendum uniquement sur Notre-Dame-des-Landes et sur les 50 habitants? Roselyne, ce qui est grave aussi par rapport à tous ces dossiers, excusez-moi de vous interrompre, c'est que souvent, les arguments sont des arguments de profit et d'emploi, mais il n'y a jamais d'argument de bien-être. Là, c'est un argument de sécurité et d'écologie. Excusez-moi, il n'y a jamais d'argument de bien-être. Or, est-ce qu'aujourd'hui... 80 000 personnes supplémentaires concernées par le bruit à Nantes, avec l'aéroport, 900 à Notre-Dame-des-Landes, en tout cas, l'argument de bien-être... On sent qu'il n'y aura pas de consensus, on sent qu'il n'y aura pas d'unanimité, et on sent qu'il faut un décideur. Et on sent que le président va faire un bon coup médiatique, quelle que soit sa réponse, il va faire un bon coup, c'est travailler pour ça. Il y a des éléments de langage qui sont... Il aurait tort de s'en priver. Et ça va pas plus. S'en priver parce qu'il va falloir aussi gérer. Il va aussi falloir gérer l'après. Xavier Alberti. La nuisance sonore. Moi, je suis de cette région. Xavier Alberti. Il va falloir aussi gérer l'après-décision. Il va falloir le faire parce que décider c'est une chose. Ensuite, il va falloir, d'une manière ou d'une autre, évacuer la zone et rentrer dans la phase opérationnelle, ce qui va pas être simple. Donc, c'est pas que du confort. C'est ça que je veux dire. Et moi, je reste effaré par le manque de décision. Je reste effaré en particulier sur ce dossier parce qu'on a eu un Premier ministre qui était ancien maire de Nantes, qui était favorable à ce dossier et qui, pour le coup, ne l'a pas emmené, n'a pas été capable de l'emmener jusqu'au bout.
de report en report, de procédure en procédure, c'est vrai aussi. Et il y en aura encore d'ailleurs des procédures probablement. Ceci dit, heureusement qu'il y a des procédures en France. Heureusement qu'on peut encore contester. Excusez-moi, parce que là on se dirige vers quelque chose. Plus de contestation. Ça ne sera pas facile sur le plan de la sécurité publique, pas facile non plus sur le plan politique, Tissot Lecoq, parce qu'on peut imaginer qu'Emmanuel Macron, dans cette affaire, risque fort de perdre son ministre emblématique, qui est Nicolas Hulot. Je suis pas sûr. Oui, alors je suis pas certaine. Ah non. Je pense que s'ils ont des... Je suis en train de parler. Pardon, excusez-moi, je suis désolé. Non, mais elle a raison. Il faut... non, je suis pas sûre. Je pense qu'il y aura des contreparties qui vont faire des annonces, que voilà, ils vont un peu noyer le poisson. Et qui va rester. Et que, Oui. Je pense que s'il avait dû craquer, il aurait craqué avant. Jean-Marc Ayrault, il l'a redit dimanche, dans le journal du dimanche, qu'il fallait absolument faire cet aéroport. Sinon, ce serait un déni de démocratie. Regardez, passer outre le référendum, ce serait un déni de démocratie, Philippe Pascot. Le peuple a tranché. Oui, le peuple a tranché. Si comme Natacha, si on reparle de comment a été fait le référendum et sur le... Ah, mais à ce moment-là, voilà... Vous êtes bien obligé d'en parler. Le référendum, il a été fait sur le périmètre de la Loire-Atlantique, qui sont les gens concernés par cette affaire. Cette affaire, elle concerne toute la Loire-Atlantique et même au-delà. Et que si on avait même étendu le périmètre, ce que voulaient certains, le résultat positif aurait été encore plus important. Les études d'opinion le démontrent. Alors, écoutez, quand même... À l'époque, on se souvient qu'à l'époque, François Hollande... On imaginait en tout cas, il y avait Ségolène Royal au gouvernement, il aurait plutôt souhaité que les votants disent non et comme ça règle le problème. Mais les gens, ils souhaitent le non, puis ils se plongent dans le dossier. C'est ce qui est arrivé à Nicolas Hulot, qui avait parlé de ces choses sans doute légèrement, et il se plonge dans le dossier, il se rend compte que effectivement, c'est pas uniquement parce qu'il a des motifs vulgaires ou qui seraient vendus à Vinci. Moi, je porte pas ce jugement de valeur qui est insultant vis-à-vis des gens et des élus qui se prononcent là-dessus. Il peut aussi y avoir des gens qui se prononcent en essayant de réfléchir au bien-être des populations. Vous m'accusez indirectement d'être vendu à Vinci, mais moi je suis pas vendu à Vinci. Puisque je défends Notre-Dame-des-Landes, je serais vendu au bétonnier. C'est incroyable. Vous n'avez pas exactement la même position que Nicolas Hulot dans ce dossier. Je pense que vous n'êtes pas vendu à Vinci. Nicolas Hulot, en revanche, est arrivé dans ce gouvernement avec différents points qui étaient des points non négociables. Visiblement, et c'est vous-même qui êtes en train de nous le dire, ce point de plus devient négociable. Ça commence à être parce qu'il ne connaissait pas le dossier. Voilà, c'est tout. Disons que peut-être aussi, il est en train de préparer le fait qu'il va renoncer. C'est peut-être aussi ça. Et que donc l'idée que c'est parce que tout à coup il s'est plongé dans le dossier, il me semble qu'il avait le temps, Nicolas Hulot, de se plonger dans le dossier avant, je pense. Enfin, il apprend peut-être probablement aussi que la politique c'est l'art du compromis, que pour faire bouger les lignes, il faut éviter de vouloir toujours les casser. Parce que sinon on les bouge pas, quoi. Donc si le seul sujet c'est toujours se soumettre ou se démettre, et qu'on part toujours dans le fait de se démettre, on fait jamais rien. Donc Nicolas Hulot, il a donné d'ailleurs, il a dit quelque chose d'assez clair, il a dit je me donne un an pour savoir si je suis utile. Je pense qu'il le fera, c'est-à-dire qu'au bout d'un an il tirera un trait en disant est-ce que j'ai fait bouger les lignes? Est-ce que j'ai été utile? Non, il a dit un an, je me donne un an. Donc un an, j'imaginais un an de fonction ministérielle. Donc il faut lui laisser le temps d'apprendre, de faire une décision au mois de décembre. Et de savoir si effectivement il est utile, c'est-à-dire s'il fait bouger les lignes. Après, il ne peut pas gagner sur tous les dossiers. On ne gagne. Dans mon souvenir, c'était 6 mois. On ne gagne jamais sur tous les dossiers. Au début, c'était au mois de décembre. Maintenant, il se donne un an, c'est-à-dire que c'est comme l'horizon, c'est la ligne qui s'éloigne quand on avance. C'est possible. Philippe Pascot. 2 points. Juste un point, Rosine. Loin de moi de penser que vous êtes vendu à Vinci. Les gens qui sont vendus à Vinci ne sont pas autour de cette table. Ils sont dans d'autres endroits. Et le deuxième point, c'est Nicolas Hulot. À force d'avaler des couleuvres, et c'est ce qui se passe en politique, il va finir par plus pouvoir respirer. La politique, c'est justement affirmer. Les compromis, c'est intéressant, mais la limite entre le compromis et la compromission en politique est très très fine. Donc faites attention, monsieur Nicolas Hulot. À force d'accepter quelque chose en espérant avoir autre chose, à la finale, en politique, on n'obtient rien du tout. Parce que quand vous êtes faible en politique, c'est là où on vous appuie dessus. Alors, il y a par contre un dossier sur Notre-Dame-des-Landes qui est un vrai problème, c'est qu'il y a à l'intérieur de Notre-Dame-des-Landes des extrémistes extrêmement violents qui sont soutenus par tout un mouvement international qu'on connaît, les Black Blocs, et qui ne sont pas d'ailleurs uniquement dans Notre-Dame-des-Landes, qui sont aussi en avant ou en arrière des manifestations. Ouais. On les a vus au moment de la loi El Khomri, et que ces gens-là sont décidés d'en découdre avec les forces de l'ordre, et ce qu'ils vont chercher, c'est d'aller à un clash avec la puissance
puissance publique, parce que finalement, ce qu'ils voudraient, c'est porter leur sujet, leur combat à travers des victimes emblématiques. Et je ne veux pas dire qu'on instrumentalise des morts, mais il y a ça en ligne de mire. Et d'ailleurs, Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur, a dit que l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, c'était le risque de peut-être plusieurs morts. Alors, il y a d'un côté l'aspect écologique, technique du dossier que j'ai défendu, mais on ne peut pas, quand on est en responsabilité, faire l'impasse aussi sur ce risque. Emmanuel Macron, dont on a vu qu'il essayait de relancer aujourd'hui le combat contre le réchauffement climatique avec le sommet qui se déroule à Paris. Marie Chantret nous en a parlé il y a quelques instants. Il a martelé hier. Il n'y a pas, dit le président, de fatalité en la matière. Moi, je refuse une double fatalité. Celle qu'il y aurait forcément un réchauffement contre lequel on ne peut rien faire, et celle qui fait qu'en quelque sorte, le monde nous serait imposé et nous ne pourrions pas faire des choix profonds. Nous ne voulons pas du réchauffement climatique et on peut produire, créer des emplois, faire autrement si on le décide. Il n'y a pas de fatalité. Alors on a vu tout à l'heure la une de Libé avec Natacha Écolo. Malgré lui, disait Libération. Benjamin Griveaux a dit que ce n'était pas du tout vrai ce matin. Écoutez. Il s'est engagé dans la campagne présidentielle sans coup férir. Nicolas Hulot n'aurait pas rejoint le gouvernement et ne serait pas engagé aux côtés du Premier ministre et du Président de la République s'il avait le moindre doute sur l'engagement environnemental, écologique et pour la transition énergétique du Président de la République. Vous avez des doutes, Tissu Lecoq, sur cet engagement, sur la profondeur de ce combat chez Emmanuel Macron ? Sur la profondeur du combat et sur l'aspect rhétorique. En fait, l'extrait que vous avez mis, je pense qu'il a dit exactement la même phrase avec le sexisme, le chômage. Je n'accepte pas un monde où il y a du chômage. Je pense, c'est toujours la même structure de phrase, le même raisonnement. Donc il y a quand même un truc qui ne va pas. Et c'est, moi, ce qui me dérange, c'est ce côté écologie positive. Mais oui, on va y arriver, il suffit de se retrousser les manches et c'est bon, on va avancer. Et ce truc-là, on est dans une situation qui est grave. Il faut dire, vous allez en baver. Je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de la gravité de la situation. Et qu'on n'est pas là pour faire du team management et pour motiver tout le monde. Donc il faut faire de l'écologie punitive. Il faut changer radicalement les modes de consommation et les modes de vie. Mais ça, c'est l'évidence, on le sait. Mais ce discours que je trouve vraiment facile, quoi. Lénifiant. Il n'est pas toujours facile. Sur l'extrait qu'on vient de voir, je suis d'accord. Sur le discours, un des derniers discours où il parle du seuil d'irréversibilité, pour le coup, le discours, il est beaucoup moins lisse et il dit clairement, oui, on a passé le seuil d'irréversibilité et oui, il va bien falloir agir. Ce qu'il fait aujourd'hui à Paris, d'ailleurs, avec le One Planet Summit, c'est quand même un temps d'action. Alors après, ça peut faire sourire selon les chapelles où on se trouve en disant la finance verte, ça n'existe pas. Sauf qu'effectivement, pour arriver à faire de l'écologie qui ne soit pas que dans le slogan, il faut la financer. Pour la financer, il faut trouver... Si, c'est aussi la question. Ce qui fait, moi, je trouve, de très important, d'abord, c'est qu'il a replacé la France sur le dossier majeur du siècle qui vient, au centre de la discussion, et on a pris le leadership sur ce sujet-là en 6 mois. En 6 mois. Alors que, pour le coup... oui, mais... Et si c'est pour ne rien faire, enfin, on s'en fiche de qui a le leadership. On est sur une question qui est internationale. Quand on fait le One... Mais on le sait bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a le One Planet Summit, qu'il y a 50 chefs d'État, qu'il y a des organisations qui vont pouvoir apporter de l'argent. On voyait tout à l'heure sur les images, et Bloomberg, et Branson, et Bill Gates, etc. Parce qu'effectivement, on sait que ça va aussi passer par des organisations non gouvernementales, ou par des lobbies, ou par, enfin, en tout cas, de la finance. Des banques de développement. Et il fait. C'est-à-dire que ce qu'il fait aujourd'hui à Paris, encore une fois, on peut le balayer d'un revers de main en disant bon, c'est de la posture, c'est de la politique, c'est de la com. Évidemment qu'il y a de la com là-dedans. Aujourd'hui, on ne fait plus rien sans qu'il y ait de la com. Mais il fait, c'est-à-dire qu'il ancre à un moment donné. Il ne fait pas assez. Mais je veux dire, personne n'en fait assez. Je voudrais rebondir sur ce que disait Natacha Polony tout à l'heure sur les stations de ski. Le changement, et vous parliez de changement de consommation, c'est d'abord notre changement à nous, le changement de chacun. Parce que nous, on est prêt à se priver, alors je parle pour les classes supérieures, d'aller au ski, et ça c'est le premier sujet. Est-ce qu'on est prêt à changer nos modes de consommation alimentaire et à plus manger de viande? Est-ce qu'on est prêt à ne plus prendre sa voiture et on voit bien que dès qu'on y touche, tout le monde... Non mais pardon Xavier Alberti, mais on engueule les Français, mais sauf que les Français, il y a assez peu de rejet de carbone en France grâce au nucléaire. Alors il faut aussi faire des choix. Le charbon, ça vient d'Allemagne. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que monsieur Macron, le président de la République, vient d'annoncer qu'il était pour un redressement du climat contre le réchauffement climatique, et il y a 2 minutes avant,
on est quasiment sûr qu'il va accorder l'autorisation de Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que c'est commencer à lutter contre le réchauffement climatique? Moi, ce que j'aimerais bien chez ces gens-là, c'est que le discours corresponde aux actes. Xavier, quand vous dites que M. Macron a fait plein de choses depuis 6 mois, il a fait quoi? Non, j'ai pas dit qu'il avait fait. J'ai dit il nous a replacé au milieu. Et c'est déjà. Non mais attendez. Dans quoi, Xavier? Non, mais le One Planet Summit aujourd'hui. C'est facile de dire il a fait, il va faire. Il a fait quoi? Il a baissé les appels, la retraite a baissé. Les gens pauvres vont être de plus en plus pauvres. Depuis le 1er novembre, les allocations chômage vont baisser. Il a vachement fait. Parce que moi, on est sur un sujet qui est. Il a dérégulé le code du travail. C'est génial. On va pouvoir être licencié. Allez, mélangeons pas tous les sujets. Natacha. Il me semble en effet que la question de la communication, non seulement ne peut pas résumer ce qu'on va faire sur le climat, mais qu'en plus, parfois, ça le fausse. Et en l'occurrence, quand on voit Emmanuel Macron dire il n'y a pas de fatalité au réchauffement climatique, non, c'est vrai, il n'y a pas de fatalité. Il suffirait, par exemple, de lutter contre le libre-échange, qui implique des transferts de carbone, des containers qui se promènent d'un bout à l'autre de la planète. Or, justement, Emmanuel Macron approuve le libre-échange. Donc, il y a une contradiction de fond. Et simplement, ce qui me dérange, c'est d'opposer l'optimisme, c'est-à-dire le côté, en effet, on se retrousse les manches, on va y aller, avec écologie punitive. La question n'est pas qu'elle soit punitive, la question est qu'elle soit responsable. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Nous, en France, nous utilisons, si l'ensemble de l'humanité vivait comme nous, il faudrait 3 planètes. Bon, je pense que c'est pas seulement. Oui, ce ne sont pas seulement des questions d'émissions de gaz, c'est aussi l'utilisation des matières premières, parce que c'est vrai que sur l'émission de gaz à effet de serre, on fait des efforts. Oui, mais notre mode de vie, en eau, en utilisation de matières premières, fait que nous pillons le reste de la planète. Donc il y a un moment donné où il faut que nous soyons responsables, et il faut qu'un responsable politique nous dise écoutez les enfants, c'est très simple, vous ne pouvez pas, ou alors vous acceptez que les autres crèvent de faim à votre place, ou alors vous acceptez que vos enfants crèvent de faim. Ça s'appelle promettre du sang et des larmes, mais ça s'appelle surtout traiter les citoyens en êtres humains, adultes et responsables. Alors qu'on voit Arnold Schwarzenegger avec sa cravate verte et avec Anne Hidalgo, qui est sûrement venu à Paris à vélo. C'est la mode du vert en ce moment. Ah oui, exactement. Oui. Arnold Schwarzenegger a dû venir en vélo, et puis Anne Hidalgo aussi, sûrement. La France... Son hôtel 5 étoiles. La France n'est sûrement pas exemplaire en tout, mais la France pèse assez peu par rapport à d'autres, et notamment par rapport aux États-Unis. On sait que Donald Trump s'est retiré des accords de Paris, même si Emmanuel Macron lui dit Donald, la porte est ouverte, tu peux toujours revenir, même s'il n'est pas question de négocier. Écoutez, il l'a dit hier à une télé américaine. Les États-Unis ont signé cet accord de Paris. C'est extrêmement agressif de décider seul de tout simplement quitter l'accord. Je suis désolé de le dire, ça ne marche pas. Donc désolé, mais je pense que c'est une grande responsabilité face à l'histoire. Et je suis assez certain que mon ami, le président Trump, va changer d'avis dans les mois ou les années à venir. J'ai de l'espoir. Et je ne suis pas prêt à renégocier, mais je suis prêt à accueillir Donald Trump s'il décide de revenir. Mais il ne va pas revenir, mon pote. Hein. C'est de la diplomatie, ça. Écoutez bien, dans quelques années, s'il revient dans quelques années, on va attendre 10 ou 15 ans qu'il revienne, 20 ans. Oui, c'est ça, voilà. Mais il a décidé qu'il allait envoyer des hommes sur la Lune. Macron ne dit jamais rien, à mon avis, sans calcul. Donc il a dit les choses, mais quand même il laisse une petite porte dans quelques années. Non, il l'a dit, on prend juste la première partie, on oublie le reste. De toute manière, il ne reviendra pas, Trump. Pourquoi vous voulez qu'il revienne? C'est uniquement, encore une fois, de la communication démagogique pour dire je fais quelque chose et je lutte contre. Et moi, je rejoins totalement ce que fait Natacha. J'aimerais bien qu'il y ait des actes, j'aimerais bien qu'on soit responsable. Et en plus, quand on parle d'écologie punitive, etc., l'écologie, pourquoi on ne la met pas en place? Parce que ça ne rapporte pas d'argent. Tout est basé sur le profit aujourd'hui. Donc tant qu'on fera du profit avec des choses dans les énergies fossiles, vous avez vu la dernière loi sur les énergies fossiles, on parle du climat. Ils ont fait une super loi. Plus d'énergie fossile à partir de 2040. Moi, j'ai lu jusqu'au bout. Est-ce que vous avez vu le petit amendement qu'il y a dedans, qui fait que si un pétrogazier, dit en 2040 qu'il n'a pas fait assez de bénéfices, il peut aller jusqu'à 25 ans de plus. Qui on a roulé dans la farine? Il faut toujours lire les alinéas. En attendant, il y a un certain nombre d'images qui frappent. Ça fait longtemps que ça dure. On se souvient des glaciers qui se décrochent, etc. C'est souvent les ours polaires qu'on montre pour illustrer le réchauffement climatique. Regardez cet extrait qui est particulièrement dur à voir, qui concerne là aussi un ours polaire. Et on est loin du seul bout de banquise qui se décroche.
Ça se passe de commentaires, autant vous dire que ça a été vu des millions de fois sur les réseaux sociaux. Xavier Alberti. Oui, je voulais revenir sur la façon dont opère Emmanuel Macron et sur le fait qu'on trouve que dans ce qu'il peut faire à l'adresse de Trump ou à l'adresse du monde, il n'y a que de la com. Il y a une réalité, c'est qu'on vit dans un monde totalement ouvert, totalement interconnecté, et qu'on ne fera pas d'écologie tout seul, qu'on ne trouvera aucune solution seul, qu'on n'avancera jamais seul. Oui, donc ça passe aussi par la case diplomatique, ça passe par la capacité à peser à l'intérieur des discussions, ça passe par la capacité à prendre le leadership sur un certain nombre de dossiers pour amener les autres pays autour du discours qui nous semble être le bon discours. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait est parfait, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est parfait, ça veut dire comment il fait. C'est-à-dire qu'il rassemble à un moment donné, alors que les États-Unis viennent de dire « nous, on n'en veut plus », on aurait pu rester dans la posture catatonique de celui qui dit alors on peut rien faire. Si, on va faire. Il faut trouver des financements parce que, hors les États-Unis, effectivement, on a un problème de financement des projets globaux environnementaux. Donc il faut réunir les acteurs qui sont capables de porter ces financements-là et on ne peut pas le faire seul. Allez, vous restez avec nous. La République LCI se poursuit juste après le journal. À tout de suite. Vive la République et vive la France. Vive la République et vive la France. Vive la République. Vive la France. Et surtout, vive la République LCI, toujours avec Roselyne Bachelot et avec nos débatteurs. Et avec nos cogneurs, une cogneuse d'abord, Titi Lecoq, journaliste indépendante, bloqueuse, Girl and Geeks, c'est le blog. Et puis le dernier livre que je recommande, Libéré chez Fayard, qui appelle les femmes à la révolte. Libéré. Et puis aussi Philippe Pasco, écrivain, ancien conseiller régional, ancien adjoint de Manuel Valls. Alors lui, il a écrit un livre dont j'adore le titre, Pilleurs d'État, c'est le tome 2. Allez presque tous vous faire, alors câliner peut-être, mais j'ai pas l'impression tout à fait que c'est ça. Chacun met ce qu'il veut. C'est ça qui est bien. Xavier Alberti est aussi avec nous, chef d'entreprise engagé. On se souvient que vous aviez fondé la transition juste avant la présidentielle de 2017, également engagé dans l'association Jamais sans elle. Il y a de la politique au sommaire de la République LCI aujourd'hui parce que vous avez vécu cet épisode quasiment en direct à la télévision. C'est de la télé-réalité aujourd'hui, la politique. Xavier Bertrand a claqué la porte du parti Les Républicains. Alors ça s'est joué donc en direct et en simultané sur TF1 et sur France 2. Ça commence à 20h21 précisément. Laurent Wauquiez commence par dire ceci, là on est sur TF1. Vous savez, bien sûr que ce chemin il va être dur et semé d'embûches. Moi, je vais œuvrer pour le rassemblement. Tendre la main à tous ceux qui, de bonne foi, veulent travailler. Et tout le monde n'a pas les mêmes idées que moi. Tant mieux. Je veux une famille politique qui soit porte et fenêtre ouverte. Ah oui, porte et fenêtre ouverte. Surtout pour se tirer. Oui, c'est ça, voilà. Pour s'en aller. Appel au rassemblement, je tends la main, sauf qu'au même moment, à la même minute, toujours 20h21, sur France 2, il se passe ceci. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Vous n'avez pas encore réagi à l'élection de Laurent Wauquiez. 75%, c'est un beau score. Vous l'avez félicité? Non, parce que j'ai décidé de quitter définitivement les Républicains. Et voilà, il passe par la porte et les fenêtres qui sont ouvertes toutes les deux. Xavier Bertrand. Alors, Gilles Boulot va évidemment poser la question à Laurent Wauquiez en direct sur TF1. Écoutez bien la réponse de Laurent Wauquiez. Alors, on a un peu souligné, vous allez voir, le début de la réponse, parce qu'il essaie de rester quand même demain, mais on sent que il y a quelque chose qui reste un peu coincé dans la gorge, quoi, Laurent Wauquiez. Est-ce que vous lui dites comment vous allez arrêter cette hémorragie? Ils vont tous partir. Vous savez, je vous l'ai dit, je veux que la droite soit nouvelle. Vous savez, Xavier Bertrand considère visiblement qu'il n'y a pas sa place. C'est son choix. Je le respecte. Je dois reconnaître que ça doit être quand même un peu difficile pour Laurent Wauquiez qui se prend la claque en pleine tronche. C'est d'ailleurs à se demander si c'était pas prévu. Ah bon? C'est un bonheur pour Xavier. D'abord, Xavier Bertrand, c'est pas l'homme qui a dit qu'il était civique et qu'il devenait plus député, qui 2 mois après se faisait voter 5 000 € de plus dans ses indemnités. Je me souviens plus de cette histoire-là. C'est pas Xavier Bertrand? Non, je suis pas sûr. Non, c'est pas Xavier Bertrand. Je suis pas sûr. Lecoq, est-ce que ce coup dur est un coup fatal pour Laurent Wauquiez? Non, mais ils ne nous déçoivent jamais. Ouais. C'est quand même incroyable. Ouais. Non, mais parce qu'en plus, à chaque fois, ils nous disent non, mais cette fois, ce ne sera pas comme la dernière fois, comme la dernière élection, vraiment, c'est étripé et tout. Et là, ils mettent la barre un peu plus haut à chaque fois, quoi. Il faut avoir la main du président, la main, pas directe évidemment, mais en tout cas, c'est Macron la machine à broyer, quoi. Après avoir écrabouillé le PS, les Républicains sont en train de s'autodétruire.
Oui, et je ne suis pas sûre que Laurent Wauquiez soit leur solution idéale, quoi. Il y a un problème. Alors, on sait, avec Laurent Wauquiez, il y a toujours le point diplôme. Alors, il est super diplômé, il est sûrement très intelligent, il a un problème de charisme. Et pour être leader de la droite, il faut un charisme. Et il y a un truc qui ne prend pas, quoi. Quand il parle, son ton de voix... Ouais, il vient d'arriver, laissez-lui un peu de temps. Oh, dans la politique, non, il vient pas d'arriver. À ce niveau-là. Et voilà, il y a quand même un truc qui ne marche pas et son positionnement ultra à droite, c'était honteux. C'était honteux parce qu'il a relayé des informations fausses, qu'il était dans un discours qui vraiment frôlait le racisme. C'est inquiétant. Hein. Mais c'est inquiétant pour qui? C'est quelqu'un qui marche pas, qui vient d'être élu avec 64% des voix des adhérents. Donc, 74. De 42% des adhérents. Oui, mais comme d'habitude, maintenant, je suis entièrement d'accord, je le dis souvent, ça ne veut plus rien dire. Oui. Mais donc il y a une partie très faible de la population, parce qu'il faut se rendre compte en plus que si on ramène ça au nombre d'électeurs, le nombre d'adhérents, c'est pas grand-chose aujourd'hui dans les partis politiques. Ouais. Et le nombre de gens qui votent chez les adhérents, c'est encore moins. Donc il a été élu avec une minorité, mais il a quand même été élu. Donc ça veut dire que tous les gens qui ont voté pour lui savent qu'ils votent pour un mec qui marche pas. Ouais. Xavier Alberti, est-ce que Emmanuel Macron a broyé la droite? Non, je pense que la droite et la gauche d'ailleurs sont dans une situation qu'elles ont elles-mêmes créée. J'avais écrit une tribune il y a 3 ans qui s'appelait le crépuscule des partis politiques. Et j'expliquais à l'époque que selon moi, effectivement, les partis traditionnels étaient voués à disparaître dans leur forme. Ça veut pas dire qu'ils n'avaient pas à se transformer dans leur forme. Ici, c'est une simple survivance, quoi. Oui, surtout, je pense qu'on revient finalement à quelque chose d'historiquement assez juste. C'est-à-dire qu'il y a deux droites qui ne s'aiment pas. Hein. Ouais. Et c'est pas nouveau, en fait. Hein. C'est très ancien. Elles se réunissent toujours... Comme il y a deux gauches qui ne s'aiment pas. Exactement. Et elles se réunissent uniquement lorsqu'il y a un projet fort et un leader fort. Ouais. Quand il n'y a pas de leader et qu'il n'y a plus de projet, il y a impossibilité de réconcilier ces deux droites qui ne s'aiment pas. Ouais. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, effectivement, il n'y a pas de leader. Et pour l'instant, je suis pas un supporter de Laurent Wauquiez, mais enfin, peut-être lui laisser le temps de voir s'il est capable de prendre ce leadership-là. Mais pour l'instant, il n'incarne pas ce leadership. Et puis, il n'y a pas de projet clair qui est sur la table. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait réunifier la droite. Son vrai sujet, c'est que la droite ne gagne jamais une élection si elle n'est pas capable de rassembler le centre et si elle n'est pas capable, comme disait Denis Tillinac, de prendre les enfants de la gauche dans ses bras. On est avec Marie Guévenoux, qui est députée en direct de l'Assemblée nationale. Alors, vous êtes une ancienne des Républicains. Aujourd'hui, vous avez rejoint LREM. Quel regard vous avez sur ce qu'on a vécu hier du côté des Républicains? Est-ce que ça vous surprend, cette sortie de Xavier Bertrand, à peine Laurent Wauquiez élu? Non, ça ne me surprend pas. La sortie de Xavier Bertrand est d'abord l'honneur d'une certaine manière et par ailleurs prouve aussi que, comme le disait votre invité, qu'il sait compter. Globalement, en effet, la droite n'a jamais pu gagner en refusant le centre. Donc on confirme la stratégie de défaite qui a été prise et donc c'est pas surprenant que les gens qui sont un peu expérimentés en tirent des conséquences. Qu'est-ce qui vous, Marie Guévenoux, qu'est-ce qui vous heurte le plus dans le discours de Laurent Wauquiez? Qu'est-ce que vous n'admettez pas? On a un désaccord politique très simple et fort avec Laurent Wauquiez et c'est assez simple, c'est que quand il parle de la droite de retour, de quoi parle-t-il? Il parle d'une droite décomplexée qui en fait s'apprête d'une certaine manière à faire alliance avec tout ou partie du Front National. Et c'est ça sur lequel nous avons une ligne de fracture très forte. J'en ai tiré des conséquences. C'est le refus de voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle. C'est là qu'il y a la faute irrémédiable. Non, c'est plusieurs choses, dont celle-ci, mais il y a plusieurs faisceaux d'indices. Il y a, dans un premier temps, des documents de campagne au moment des régionales Rhône-Alpes où il est écrit « Bruxelles, ça suffit, immigration, ça suffit ». Ça, c'est un premier signe. Il y a ensuite ce que vous dites sur l'entre-deux tours de la présidentielle, où en effet, on n'est pas capable de... la famille LR, une partie de famille LR est pas capable de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et ça pose un profond problème sur lequel on a tous tiré en effet des conséquences différentes parfois, où ça se vérifie hier soir quand il réagit à la décision de Xavier Bertrand en disant qu'il veut pas regarder dans le rétroviseur.
C'est une rupture entre nous qui est assez nette. Merci. Et un désaccord politique profond. Merci beaucoup Marie Guévenoux pour avoir été en direct avec nous dans La République à LCI. Je vous en prie. Vous pensez, Titu Lecoq, qu'il va y en avoir d'autres? Des défections? Oui. Il reste des gens dans leur parti, mais pour avoir des défections importantes, j'ai l'impression qu'il y a déjà tellement de gens qui sont partis que... Non, il y a que des gens, il y a encore des gens aux Républicains. Qu'on n'entend plus, chez c'est les comme s'ils Républicains. n'étaient pas là, concrètement. Donc non, je suis pas sûre. Après ce c'est ce que vous disiez, c'est ce positionnement, même si c'est de la stratégie politique, d'aller du côté du Front National, etc. Mais ce que je trouve grave, si c'est un leader politique qui tient un discours auquel il n'adhère pas personnellement dans un but purement électoraliste, ça serait pas le premier. Oui. Sur des thèmes comme le racisme, je trouve ça très grave. Je trouve qu'il y a une responsabilité personnelle à ne pas tenir certains discours qui sont quasiment de l'appel à la haine. Moi, je refuse le fatalisme. Quand vous dites oui, c'est la politique. Non, c'est pas ça la politique. La politique, c'est pas le calcul électoral comme vient de faire M. Xavier Bertrand. Parce que c'est uniquement un calcul. Mais parce que tout le monde savait que M. Wauquiez serait élu. On ne connaissait pas le pourcentage sur lequel il allait être élu. Donc M. Xavier Bertrand, bien avant l'élection, savait. Le fait de l'annoncer à 20h21, c'est uniquement du calcul électoral. Et c'est le problème dont on meurt en politique aujourd'hui. C'est que les gens ne font plus rien. Là, vous faites des procès d'intention. Mais ce n'est pas des procès d'intention, c'est des faits. Non. Aujourd'hui, vous parlez d'élection. Moi, j'en veux pas qu'il n'a pas appelé à pas voter Macron. Aujourd'hui, on vote plus par conviction, on vote par élimination. Excusez-moi à certaines personnes de dire moi je ne veux pas voter pour la peste et je ne veux pas voter pour le choléra. Maintenant, on a dit que si vous ne votez pas au deuxième tour pour la peste ou pour le choléra, on essaie de nous culpabiliser. Alors qu'est-ce qu'il veut? Moi, je pense que M. Xavier Bertrand, excusez-moi. Il cherche quoi? Laissé faire sur Notre-Dame-des-Landes, en plus. Moi, je pense que M. Xavier Bertrand, comme plein d'autres politiques, essaye de trouver sa gamelle. Et que comme sa gamelle, il ne l'aura plus... Excusez-moi d'être un peu fort. Comme sa gamelle, il ne l'aura plus chez les Républicains. Parce qu'il y a un moment donné, il y a des ouvertures qui se ferment. Et bien, il va aller chercher sa gamelle ailleurs. Et vous allez voir. Et il y en a d'autres qui l'ont fait à droite. Le gouvernement, par exemple? Je ne sais pas. Vous savez, la route est tellement longue en politique qu'on choisit la marche sur laquelle on va s'asseoir. Mais je ne pense pas que ces gens-là font des choses par conviction. Ils ne le font que par calcul. Et M. Xavier Bertrand a fait un calcul électoral en l'annonçant à 8h21. Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Vous pouvez pas dire que Xavier, les hommes politiques ne réagissent que par des histoires de gamelles. Moi, je crois que dans le parcours de Xavier Bertrand, il y a quelque chose qui l'a beaucoup marqué, c'est la campagne électorale qu'il a menée pour les régionales. Face à Marine Le Pen. Voilà, exactement. Et il y a eu une véritable révolution intellectuelle et je dirais presque sentimentale chez Xavier Bertrand, où il a rencontré des gens, il le raconte, qui lui ont dit mais on ne veut plus de cette vieille politique. Et ensuite il est élu à la tête de cette région Nord-Pas-de-Calais, il est élu avec des voix de gauche qui viennent se porter vers lui. Et là, il y a eu un véritable changement chez Xavier Bertrand. Moi, je connais Xavier Bertrand. J'en ai parlé avec lui en tête-à-tête, à un moment où il n'avait aucune